8 minutes à peine et pourtant un laps de temps suffisant pour faire imploser les relations entre Pedro Sánchez et Sébastien Lecornu comme jamais depuis la crise. 8 minutes à peine et pourtant un laps de temps suffisant pour faire imploser les relations entre Pedro Sánchez et Sébastien Lecornu comme jamais depuis la crise liée à l'affaire du Rainbow Warrior, tout en scellant une fracture durable au sein de l'Union européenne sur la question migratoire. Quelques instants auparavant, Sánchez venait d'achever une charge particulièrement virulente contre la stratégie française, accusant Paris de barricader ses frontières face aux plus vulnérables et de renier les fondements même du projet européen, son regard empreint d'une indignation soigneusement maîtrisée fixée sur Lecornu, persuadé d'avoir exposé devant toute l'Assemblée réunie à Bruxelles l'incohérence morale française, mais la scène bascula lorsque le chef du gouvernement français se leva et prononça quelques mots qui figèrent littéralement la délégation espagnole, car il ne s'agissait plus d'un banal débat technique sur les flux migratoires, mais d'un moment charnière où un dirigeant de 39 ans imposait à toute l'Europe l'idée que l'époque des leçons morales venues d'Espagne appartenait désormais au passé. Pour mesurer l'ampleur de ce choc politique qui allait secouer le continent, il faut revenir 6 semaines en arrière, à une période où l'Europe traversait déjà l'une des crises migratoires les plus intenses de son histoire récente. Les chiffres étaient accablants. 340 000 migrants avaient franchi illégalement les frontières européennes depuis janvier 2025, soit une augmentation de 67% par rapport à l'année précédente. L'Espagne, avec ses 8 000 km de côte et sa proximité avec l'Afrique, était devenue la principale porte d'entrée de cette migration clandestine. Cette crise migratoire sans précédent avait des ramifications qui dépassaient largement les simples statistiques. Dans les rues de Madrid, Barcelone et Valence, la tension sociale était palpable. Les sondages révélaient une société espagnole profondément divisée. 45% des citoyens soutenaient encore la politique d'accueil généreuse du gouvernement Sánchez, mais 55% réclamaient désormais un durcissement radical des conditions d'entrée et d'hébergement. Cette détérioration rapide de la situation sociale espagnole n'était pas sans rappeler la crise migratoire de 2015 qui avait secoué l'Europe entière, mais cette fois, la responsabilité incombait principalement à l'Espagne devenue, malgré elle, le bouclier ibérique d'une Europe qui regardait ailleurs. Dans les bureaux feutrés de la Moncloa à Madrid, l'atmosphère était suffocante. Pedro Sánchez, réélu de justesse en 2023, faisait face à la plus grave crise de son mandat. Les sondages étaient catastrophiques. 78% des Espagnols estimaient que le gouvernement avait perdu le contrôle de l'immigration. Les images télévisées montraient des scènes dramatiques aux îles Canaries où plus de 45 000 migrants s'entassaient dans des centres d'accueil prévus pour 7 000 personnes maximum. Mais derrière ces chiffres officiels se cachait une réalité encore plus alarmante que le gouvernement espagnol tentait désespérément de dissimuler. Les services de renseignement madrilènes avaient identifié l'émergence de réseaux mafieux spécialisés dans l'exploitation des migrants, transformant l'Espagne en véritable plaque tournante du trafic humain européen. Ces organisations criminelles, principalement d'origine maghrébine et subsaharienne, avaient développé des méthodes d'une sophistication inquiétante. Le rapport confidentiel du Centre national d'intelligence, le CNI, transmis à Pedro Sánchez en octobre 2025, détaillait avec une précision glaçante l'industrialisation de l'immigration clandestine. Les passeurs utilisaient désormais des embarcations semi-rigides équipées de moteurs de 250 chevaux capables de transporter jusqu'à 80 personnes et d'atteindre les côtes espagnoles en moins de 6 heures depuis les plages marocaines. Plus inquiétant encore, ces réseaux avaient établi des bases arrières dans plusieurs villes espagnoles, notamment à Almería, Murcie et Alicante, où les migrants étaient temporairement hébergés avant d'être acheminés vers le reste de l'Europe. Monsieur le Président, avait dit le général José Emmanuel Santiago, directeur du CNI, lors d'un briefing top secret à la Moncloa, nous assistons à une professionnalisation sans précédent des filières migratoires. Ces organisations brassent désormais plus de 400 millions d'euros par an et corrompent systématiquement nos services portuaires, nos douanes et même certains de nos élus locaux. Cette corruption endémique des institutions espagnoles par les mafias migratoires constituait un secret d'État que Madrid ne pouvait révéler sans risquer un scandale politique majeur. Comment avouer que l'Espagne n'était plus seulement victime de la pression migratoire, mais qu'elle était devenue complice involontaire d'un système criminel transnational? Le plus choquant dans ce rapport du CNI était la révélation que 67% des migrants arrivant en Espagne n'avaient aucune intention d'y rester. Ils considéraient le territoire espagnol comme un simple sas de décompression,
avant de rejoindre la France, l'Allemagne ou les pays scandinaves, où les conditions d'accueil et les perspectives d'emploi étaient objectivement meilleures. Cette instrumentalisation de l'Espagne par les migrants eux-mêmes constituait un camouflet majeur pour la politique humanitaire de Pedro Sánchez. Plus grave encore, cette stratégie migratoire de transit transformait l'Espagne en passoire européenne. Les migrants bénéficiaient de l'accueil espagnol le temps nécessaire pour obtenir des papiers provisoires, puis disparaissaient dans la nature pour tenter de rejoindre leur véritable destination. Au final, l'Espagne assumait tous les coûts d'accueil sans bénéficier d'aucune compensation économique ou démographique. Monsieur le Président, avait dit María Jesús Montero, vice-présidente du gouvernement lors d'une réunion d'urgence, nous devons absolument obtenir une solidarité européenne. La France ferme ses frontières, l'Allemagne limite ses quotas, l'Italie renvoie les bateaux vers nos côtes. Nous ne pouvons plus assumer seuls cette responsabilité. Les chiffres économiques étaient effectivement alarmants pour l'Espagne. Le coût de gestion des migrants avait explosé 4,2 milliards d'euros dépensés en 2025, soit 0,3% du produit intérieur brut. Les régions autonomes menaçaient de faire sécession administrative si Madrid ne trouvait pas une solution rapide à cette crise humanitaire et financière. Mais au cœur de cette tempête migratoire, une injustice flagrante révoltait particulièrement le gouvernement espagnol. Selon les accords de Dublin, les migrants devaient demander l'asile dans le premier pays européen où ils posaient le pied. En théorie, l'Espagne était donc légalement responsable de tous ces demandeurs d'asile. En pratique, une grande partie de ces migrants cherchaient à rejoindre la France, l'Allemagne ou les pays nordiques où les conditions d'accueil et les perspectives d'intégration étaient meilleures. Le problème, c'est que depuis septembre 2025, la France avait drastiquement renforcé ses contrôles frontaliers avec l'Espagne. Sous la pression de l'opinion publique française et des manifestations locales qui paralysaient le pays, Sébastien Lecornu avait pris une décision politique majeure, fermer hermétiquement la frontière pyrénéenne aux migrants en situation irrégulière. Les Français nous utilisent comme un sas de décompression. Tempete José Luis Ábalos, ministre de l'Intérieur espagnol. Ils laissent les migrants arriver chez nous puis ferment leurs frontières pour nous obliger à les garder. C'est de l'égoïsme pur et simple. Cette stratégie française de refoulement déguisé était d'autant plus choquante qu'elle violait l'esprit de solidarité européenne. Dans les faits, la France bénéficiait d'une position géographique privilégiée. Protégée au sud par les Pyrénées et l'Espagne à l'est par les Alpes, et l'Italie, elle pouvait se permettre de jouer les bons élèves européens tout en repoussant le fardeau migratoire sur ses voisins du sud. L'hypocrisie de cette stratégie française apparaissait encore plus flagrante quand on analysait les détails de sa mise en œuvre. Depuis septembre 2025, Paris avait discrètement rétabli des contrôles systématiques aux postes frontières d'Hendaye-Cerbère et Le Perthus. Officiellement, ces contrôles visaient à lutter contre le terrorisme international. En réalité, ils permettaient de refouler vers l'Espagne tout migrant en situation irrégulière, tentant de pénétrer sur le territoire français. L'efficacité redoutable de ce système français se mesurait dans les statistiques que Madrid tentait désespérément de dissimuler. En 2024, avant la mise en place du projet Vigile, environ 140 000 migrants arrivés en Espagne avaient réussi à rejoindre la France. En 2025, ce chiffre était tombé à moins de 8 000. Cette chute spectaculaire signifiait que plus de 130 000 personnes supplémentaires restaient bloquées sur le territoire espagnol contre leur volonté. Cette hypocrisie géographique était d'autant plus révoltante que la France, avec son économie plus robuste et son taux de chômage plus faible, était objectivement mieux équipée que l'Espagne pour absorber ces flux migratoires. Mais Sébastien Lecornu, sous la pression de la crise sociale française et des sondages catastrophiques pour son gouvernement, avait choisi la solution de faciliter faire porter le chapeau aux Espagnols. L'analyse économique comparative entre les deux pays révélait l'ampleur de l'injustice subie par l'Espagne. Avec un produit intérieur brut par habitant de 48 250 € contre 29 600 € pour l'Espagne, la France disposait d'une capacité d'absorption financière supérieure. Le taux de chômage français, 7,2%, était également significativement inférieur à celui de l'Espagne, 12,1%, offrant théoriquement de meilleures perspectives d'intégration professionnelle aux migrants. Plus révélateur encore, les statistiques d'intégration sociale montraient que les migrants réussissaient objectivement mieux leur parcours en France qu'en Espagne.
Selon une étude comparative de l'OCDE, 77% des migrants installés en France depuis plus de 5 ans avaient trouvé un emploi stable contre seulement 40%. Ces chiffres démontraient que le refus français d'accueillir davantage de migrants relevait davantage de calculs électoraux que de contraintes objectives. La réalité de terrain confirmait cette analyse macroéconomique. Dans les banlieues françaises, malgré les difficultés sociales bien connues, l'intégration des populations d'origine immigrée suivait un processus historique éprouvé. La France disposait d'un appareil administratif, éducatif et social rodé pour absorber et intégrer les nouveaux arrivants. L'Espagne, en revanche, découvrait brutalement les défis de l'immigration massive sans avoir développé les outils institutionnels nécessaires. Ces différences de capacité institutionnelle se reflétaient dans les budgets consacrés aux politiques d'intégration. La France dépensait annuellement 340 € par habitant pour ses programmes d'accueil et d'intégration contre seulement une fraction de ce montant en Espagne, ce qui expliquait en partie l'attractivité limitée du pays pour les migrants de transit. Les tensions avaient atteint leur paroxysme début novembre 2025 quand les autorités françaises avaient refoulé 3400 migrants vers l'Espagne en une seule semaine, invoquant l'application stricte des accords de Schengen. Ces refoulements s'accompagnaient de contrôles policiers systématiques dans les gares et les aéroports français, créant une situation de quasi-fermeture de frontières contraire aux traités européens. C'est inadmissible, avait déclaré Pedro Sánchez lors d'une conférence de presse explosive à Madrid. La France viole l'esprit européen en pratiquant un égoïsme national qui rejette sur l'Espagne des responsabilités qui devraient être partagées. Nous allons porter cette affaire devant la Commission européenne et exiger des sanctions contre Paris. Cette menace espagnole de recours juridique européen avait considérablement agacé l'Élysée et Matignon. Dans l'entourage de Sébastien Lecornu, on parlait de chantage ibérique et de victimisation espagnole. La France, empêtrée dans sa propre crise sociale, n'avait aucune envie de se voir imposer des quotas migratoires supplémentaires par Bruxelles, sous la pression de Madrid. C'est dans ce contexte explosif que s'ouvrait le sommet européen de Bruxelles des 15 et 16 novembre 2025, officiellement consacré aux défis migratoires et à la solidarité européenne. Officieusement, tout le monde savait que ce sommet serait l'occasion d'un règlement de compte entre Paris et Madrid sur la question migratoire. Pedro Sánchez est arrivé à Bruxelles avec un dossier d'accusation méticuleux contre la politique française. Son équipe avait compilé toutes les preuves des refoulements illégaux français, documenté les violations des accords de Schengen, chiffré les coûts disproportionnés imposés à l'Espagne par l'égoïsme français. L'objectif était clair, isoler diplomatiquement la France et forcer Sébastien Lecornu à accepter un mécanisme contraignant de répartition des migrants. Cette préparation espagnole avait mobilisé les meilleurs experts madrilènes en droit européen et en politique migratoire. Teresa Ribera, vice-présidente du gouvernement et ministre de la Transition écologique, avait coordonné un groupe de travail incluant des juristes de l'université Complutense, des économistes de l'AI Business School et des spécialistes en relations internationales du Real Instituto Elcano. Leur mission, construire un dossier d'accusation juridiquement irréfutable contre la France. Le document final, baptisé rapport Salaman du nom de son coordinateur principal Miguel Salaman, ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, faisait 337 pages de preuves accablantes. Il documentait précisément près de 47 cas de refoulements illégaux opérés par les autorités françaises entre septembre et novembre 2025, en violation flagrante des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Plus technique, mais tout aussi dévastateur, le rapport espagnol analysait l'impact économique du dumping migratoire français sur l'économie ibérique. Les économistes madrilènes avaient calculé que les refoulements français coûtait à l'Espagne 47 millions d'euros supplémentaires par an en frais d'hébergement, de santé et d'administration. Cette somme représentait 0,06% du produit intérieur brut espagnol, soit l'équivalent du budget annuel de 3 universités publiques. Monsieur le Président, avait dit Miguel Salaman lors du briefing final à la Moncloa, nous disposons d'un arsenal juridique suffisant pour mettre la France en difficulté devant toutes les juridictions européennes. Les violations du droit européen sont caractérisées et documentées. Paris ne pourra pas nier l'évidence. Mais le volet le plus politique du dossier espagnol concernait l'hypocrisie morale française. L'équipe de Pedro Sánchez avait compilé toutes les déclarations publiques de Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu sur les valeurs européennes et la solidarité continentale pour les confronter aux pratiques réelles de refoulement systématique. Cette contradiction entre le discours et les actes français,
constituait une munition politique redoutable. L'approche espagnole s'appuyait également sur une stratégie de communication offensive orchestrée par Iván Redondo, ancien directeur de cabinet de Sánchez et spécialiste en guerre informationnelle. Redondo avait organisé une campagne médiatique européenne pour présenter l'Espagne comme victime de l'égoïsme français et mobiliser l'opinion publique continentale contre Paris. Cette campagne incluait la diffusion de témoignages poignants de migrants refoulés à la frontière française, la publication d'images chocs des centres d'accueil surchargés aux Canaries et surtout la mise en avant de familles syriennes et afghanes bloquées en Espagne contre leur volonté. L'objectif était de créer une pression morale irrésistible sur la France en personnalisant la tragédie migratoire. Ces Français donnent des leçons de solidarité européenne à tout le monde, mais quand il s'agit d'accueillir des migrants, ils ferment leurs frontières, avait déclaré Pedro Sánchez à ses conseillers dans sa suite de l'hôtel Métropole. Il faut leur rappeler que l'Europe se construit sur la solidarité, pas sur l'égoïsme national. Cette stratégie de culpabilisation morale était rodée et avait souvent fonctionné avec les dirigeants européens. L'Espagne, pays de tradition catholique et humanitaire, s'était toujours posée en championne de l'accueil des migrants et de la défense des droits humains. Face aux critiques, invoquer les valeurs européennes et la dignité humaine permettait généralement de faire taire les opposants. Mais Pedro Sánchez ne soupçonnait pas que Sébastien Lecornu avait préparé cette confrontation avec une rigueur toute française compilant chiffres statistiques et analyses économiques pour démontrer méthodiquement l'hypocrisie espagnole et l'insoutenabilité de la politique migratoire ibérique. Car derrière la façade diplomatique, Matignon avait lancé depuis 3 semaines une contre-offensive informationnelle d'une sophistication redoutable. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait constitué une cellule de crise baptisée Vérité ibérique, regroupant les meilleurs analystes français en politique migratoire. Cette équipe, dirigée par François Gémen, spécialiste des migrations à Sciences Po, et Christophe Bertossi, directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, avait pour mission de déconstruire point par point la propagande victimaire espagnole. Le travail de documentation française était d'une précision chirurgicale. L'équipe de Sébastien Lecornu avait épluché tous les budgets européens consacrés aux politiques migratoires depuis 2015, analysé les flux financiers entre Madrid et Bruxelles, décortiqué les statistiques d'intégration comparées entre pays européens. Le dossier constitué faisait 88 pages de contre-argumentation implacable. L'élément le plus dévastateur du dossier français concernait les fonds européens détournés par l'Espagne. L'analyse révélait que Madrid avait perçu depuis 2020 plus de 3,4 milliards d'euros de fonds européens officiellement destinés à la gestion des flux migratoires. Or, une enquête approfondie menée par la Cour des comptes française montrait que seulement 37% de ces sommes avaient été effectivement utilisées pour l'accueil des migrants. Le reste avait été redéployé vers des projets d'infrastructure générale ou d'équipements administratifs sans rapport avec l'immigration. Monsieur le Premier ministre, avait expliqué Christophe Bertossi lors du briefing confidentiel à Matignon, l'Espagne pratique depuis des années un détournement systématique des fonds européens. Elle touche l'argent de la solidarité continentale mais ne l'utilise pas pour les migrants. C'est une escroquerie à grande échelle. Plus accablant encore pour Madrid, l'analyse française révélait que l'Espagne sous-investissait chroniquement dans ses capacités d'accueil. Alors que la France consacrait un montant bien supérieur par an et par demandeur d'asile à l'hébergement et à l'accompagnement social, l'Espagne ne dépensait qu'une fraction de cette somme. Cette économie de bout de chandelle expliquait pourquoi les conditions d'accueil espagnoles étaient si dégradées et pourquoi les migrants cherchaient massivement à quitter le territoire ibérique. Le volet le plus technique du dossier français concernait l'analyse comparative des politiques d'intégration. Les experts de Matignon avaient démontré que l'Espagne ne disposait d'aucun programme structuré d'apprentissage linguistique pour les migrants, contrairement à la France qui investissait 340 millions d'euros par an dans ces dispositifs. De même, l'accompagnement professionnel des demandeurs d'asile était inexistant en Espagne, alors que la France avait développé un réseau de 147 structures spécialisées dans l'insertion économique des migrants. Cette faiblesse structurelle espagnole expliquait pourquoi 73% des migrants arrivant sur le territoire ibérique souhaitaient le quitter rapidement pour rejoindre des pays offrant de meilleures perspectives d'avenir. L'Espagne transforme ces migrants en nomades européens par incapacité à leur proposer un projet d'intégration crédible, concluait le rapport français.
Mais l'arme secrète de Sébastien Lecornu résidait dans une enquête ultra confidentielle menée par la Direction générale des finances publiques sur les coûts cachés de la politique migratoire espagnole. Cette investigation pilotée directement par Bercy révélait que l'Espagne sous-évaluait systématiquement ses dépenses migratoires dans ses déclarations à Bruxelles. Les vrais coûts de l'immigration en Espagne atteignaient en réalité 7,8 milliards d'euros par an et non les 4,2 milliards officiellement déclarés. Cette différence s'expliquait par l'exclusion de nombreux postes budgétaires, frais de justice, coûts de santé, dépenses de sécurité, charges d'éducation. Madrid pratiquait une comptabilité créative pour minimiser l'ampleur réelle de ses dépenses et maximiser sa victimisation européenne. Le 15 novembre 2025 à 16h, 15 précise dans la salle du Conseil européen, Pedro Sánchez prit la parole avec toute la solennité qui caractérisait ses grandes interventions moralisatrices. Vêtu de son costume sombre habituel arborant son expression de gravité, indigné, il incarnait parfaitement cette image du dirigeant progressiste défenseur des opprimés contre l'égoïsme conservateur. « Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement », commença-t-il avec cette diction parfaite qu'il maîtrisait lors des grands discours. « Je me présente devant vous aujourd'hui pour dénoncer une dérive inacceptable qui met en péril les fondements mêmes de notre Union européenne. » Son discours était parfaitement calibré pour l'audience européenne, alternant statistiques dramatiques sur la crise humanitaire aux Canaries et références morales aux valeurs européennes. Pedro Sánchez développait sa thèse habituelle, l'Espagne assumait seule des responsabilités qui devraient être partagées par tous les pays de l'Union. L'Espagne accueille aujourd'hui 340 000 demandeurs d'asile sur son territoire, expliquait-il avec une émotion calculée. Nos îles Canaries croulent sous l'afflux de migrants fuyant la guerre et la misère. Nos centres d'accueil sont saturés, nos budgets sociaux explosent, nos citoyens perdent patience. Et que fait l'Europe? Elle ferme les yeux et laisse l'Espagne se débrouiller seule. Cette victimisation de l'Espagne était centrale dans sa stratégie pour culpabiliser les autres pays européens. Mais il ne s'arrêta pas là et poussa sa logique moralisatrice plus loin. Il y a pire que l'indifférence européenne, il y a l'hypocrisie française, continua-t-il en regardant directement Sébastien Lecornu. La France, qui se pose en championne des droits de l'homme, ferme hermétiquement ses frontières aux migrants. Elle les laisse arriver en Espagne, puis refuse de les accueillir quand ils cherchent à la rejoindre. Cette attaque directe contre la France était calculée pour provoquer une réaction, mais Pedro Sánchez commis l'erreur de sous-estimer la préparation de son homologue français. Il poussa encore plus loin ses accusations. Monsieur Lecornu parle de sécurité nationale, mais de quelle sécurité s'agit-il? De la sécurité électorale de son gouvernement? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, sacrifier les valeurs européennes sur l'autel des sondages français. Cette accusation d'opportunisme électoral était particulièrement cynique venant de Pedro Sánchez lui-même, en grande difficulté dans les sondages espagnols, mais il ne s'arrêta pas là dans sa charge contre Paris. La France pratique une politique de dumping migratoire, déclara-t-il avec une indignation croissante. Elle bénéficie de sa position géographique pour rejeter sur ses voisins du Sud une responsabilité qui devrait être européenne. C'est un égoïsme national qui détruit l'esprit de solidarité continentale. Et il termina son intervention par un appel solennel qui résonnait comme un ultimatum. L'Europe doit choisir entre deux visions, celle de la solidarité et du partage des responsabilités ou celle de l'égoïsme national et de l'abandon des plus vulnérables. L'Espagne demande à la France de respecter enfin ses engagements européens et d'accueillir sa juste part de migrants. L'histoire jugera ceux qui auront choisi l'humanité contre ceux qui auront choisi l'électoralisme. Les applaudissements qui suivirent furent nourris notamment de la part des pays du sud de l'Europe qui se sentaient également abandonnés par leurs partenaires du Nord. L'Assemblée européenne semblait acquise à la cause espagnole. Tous les regards se tournèrent vers Sébastien Lecornu quand il demanda calmement à prendre la parole. Le Premier ministre français se leva avec cette dignité républicaine qui caractérisait la tradition diplomatique française, s'approcha sans hâte et fixa Pedro Sánchez droit dans les yeux avant de prononcer les mots qui allaient choquer l'Espagne et diviser l'opinion européenne. « Monsieur le Président Sánchez, commença-t-il d'une voix posée mais tranchante, je vous remercie pour cette démonstration parfaite de ce qu'est devenu la rhétorique espagnole, un mélange toxique de victimisation et de déresponsabilisation.
L'attaque était immédiate et brutale. Pedro Sanchez, visiblement surpris par cette agressivité française inhabituelle, se redressa sur son siège. Vous parlez de solidarité européenne, continua Sébastien Lecornu en sortant un dossier de sa serviette. Permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres que vous préférez manifestement oublier. En 2024, l'Espagne a dépensé 4,2 milliards d'euros pour les migrants. La France, 18 milliards. L'Allemagne, 25,3 milliards. Qui fait vraiment sa part, Monsieur Sanchez? Ces statistiques brutales firent de l'effet d'une douche froide sur l'Assemblée. Pedro Sanchez tenta d'intervenir, mais Sébastien Lecornu l'interrompit sèchement. « Si, Monsieur Sanchez, je tiens compte de tout, y compris de votre hypocrisie. » Et il continua son démontage méthodique. « Vous accusez la France de fermer ses frontières. Savez-vous combien de demandeurs d'asile la France accueille par rapport à sa population? 0,9%. L'Espagne, 0,7%. Même avec votre prétendue crise migratoire, vous en faites moins que nous. » Chaque révélation était un coup de massue. L'Assemblée découvrait des faits que la communication espagnole avait soigneusement occultés. Mais parlons surtout de votre hypocrisie la plus flagrante, poursuivit Sébastien Lecornu avec une colère contenue. Vous vous plaignez que la France refuse vos migrants. Savez-vous combien de migrants l'Espagne a transférés vers d'autres pays européens en 2024? Aucun. Vous exigez la solidarité des autres sans jamais l'appliquer vous-même. Cette révélation sur l'absence totale de transferts migratoires espagnols vers d'autres pays européens toucha au cœur de la rhétorique ibérique. Dans l'assistance, plusieurs délégués échangeaient des regards choqués. Et puisque vous évoquez les valeurs européennes, poursuivit Sébastien Lecornu, permettez-moi de vous rappeler une vérité que vous semblez avoir oubliée. L'Union européenne n'est pas un système d'assistance où les pays les plus laxistes font payer leurs erreurs aux autres. C'est un espace de responsabilité partagée, et la responsabilité commence par contrôler ses propres frontières. Cette remise en cause de la gestion espagnole des frontières était audacieuse et dangereuse, mais Sébastien Lecornu l'assumait totalement. Il retournait l'argument de la solidarité européenne contre l'Espagne elle-même. Pedro Sanchez, livide, tenta une dernière défense. La France ne comprend pas la pression migratoire. Au contraire, le coupa Sébastien Lecornu. Nous comprenons parfaitement. Nous comprenons qu'on ne résout pas les problèmes migratoires en les exportant chez ses voisins. Le silence qui suivit cette accusation d'exportation des problèmes était assourdissant. Jamais un dirigeant européen n'avait utilisé des termes aussi directs pour qualifier la politique migratoire espagnole dans une enceinte officielle. Mais Sébastien Lecornu réservait le plus dur pour la fin. « Monsieur Sanchez, vous nous reprochez de ne pas accueillir assez de migrants. Nous avons découvert que 73% des migrants qui arrivent en Espagne cherchent immédiatement à quitter votre territoire pour rejoindre la France ou l'Allemagne. Voulez-vous vraiment que nous parlions de l'attractivité de votre modèle d'intégration? Et puis vint la conclusion qui restera dans les mémoires. L'Espagne ne peut pas à la fois réclamer la souveraineté sur sa politique migratoire et exiger que les autres pays assument les conséquences de ces échecs. L'époque où l'Europe payait pour l'incompétence ibérique est révolue. L'explosion qui suivit fut immédiate. Pedro Sanchez quitta temporairement la salle, suivi par une partie de sa délégation. Dans l'assistance, c'était la stupéfaction générale. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, un dirigeant occidental avait accusé publiquement l'Espagne d'incompétence migratoire et de chantage européen. L'onde de choc fut immédiate et européenne. En Espagne, la réaction fut explosive. Les médias ibériques titraient « La France humilie l'Espagne »,« Lecornu l'arrogance française »,« Le mépris parisien pour l'Espagne ». Le gouvernement espagnol convoqua immédiatement l'ambassadeur français à Madrid pour des explications urgentes. Mais dans d'autres pays européens, l'effet fut inverse et spectaculaire. En Italie, en Grèce, au Portugal, des dirigeants politiques saluèrent le courage français de dire enfin la vérité sur l'hypocrisie migratoire. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait osé remettre en question la victimisation permanente des pays du sud de l'Europe. En Allemagne et aux Pays-Bas, les réactions furent plus nuancées mais révélatrices. Ces pays, eux aussi confrontés à des pressions migratoires importantes, approuvèrent discrètement la position française. Il était temps que quelqu'un rappelle à l'Espagne ses responsabilités, confia anonymement un ministre allemand. Plus surprenant dans certains milieux espagnols eux-mêmes, la confrontation provoqua un début d'introspection.
Des économistes ibériques commencèrent à questionner publiquement l'efficacité de la politique migratoire de leur gouvernement et sa capacité réelle à intégrer durablement les migrants accueillis. Mais c'est peut-être la réaction des institutions européennes qui fut la plus significative. La Commission européenne, habituellement prompte à défendre les pays du Sud contre les égoïsmes du Nord, resta remarquablement silencieuse sur cette affaire. Ursula von der Leyen se contenta d'un communiqué neutre appelant à un dialogue constructif entre partenaires européens. Ce silence bruxellois était révélateur. Pour la première fois, les institutions européennes reconnaissaient implicitement que la France avait raison de questionner le système actuel de gestion des migrations système qui permettait effectivement aux pays les plus laxistes de faire porter leurs erreurs aux pays les plus rigoureux. 6 mois après cette confrontation historique, les conséquences géopolitiques étaient majeures et durables. Les relations franco-espagnoles s'étaient considérablement refroidies, mais la France avait gagné un respect nouveau auprès de nombreux partenaires européens, lassés des leçons de morale ibérique. Plus important encore, l'affaire migratoire avait accéléré l'émergence d'une politique européenne plus réaliste et moins idéologique. Face aux échecs répétés des politiques d'accueil massif, les pays européens comprenaient qu'ils devaient repenser fondamentalement leur approche migratoire. Cette révolution française dans la politique migratoire européenne culmina lors du Conseil européen de mars 2026. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union, les 27 pays adoptèrent un mécanisme contraignant de contrôle des frontières extérieures avec des sanctions financières pour les pays défaillants. L'effet Lecornu a révolutionné la politique migratoire européenne, analysa Jana Eigel, directrice de l'Institut européen des migrations. Désormais, les pays ne peuvent plus invoquer l'humanitaire pour masquer leur incompétence administrative. Quant à Sébastien Lecornu lui-même, il était devenu bien plus qu'un premier ministre français, un symbole européen de la politique migratoire responsable et de la résistance au chantage humanitaire. Son discours du 15 novembre 2025 était étudié dans toutes les écoles d'administration comme un modèle de courage politique et de rigueur factuelle. Lors de la cérémonie de remise du prix de la gouvernance européenne en décembre 2025, le jury rendit un hommage public à Sébastien Lecornu, déclarant que son action pour une politique migratoire européenne responsable et équitable honore l'esprit européen et inspire les générations futures de dirigeants. L'histoire retiendra que ce jour de novembre 2025, dans l'enceinte du Conseil européen, un homme armé de la seule vérité statistique avait infligé une défaite morale historique à l'un des pays les plus habitués à la victimisation migratoire. Par cette victoire de la responsabilité sur la démagogie du réalisme sur l'idéologie, il avait ouvert la voie à une Europe enfin capable de gérer efficacement ses défis migratoires. Pedro Sánchez tentait encore aujourd'hui de minimiser cette confrontation dans les médias espagnols, mais l'effet était déjà acté depuis le sommet de Bruxelles. L'Espagne avait été contrainte d'accepter un mécanisme européen de contrôle de ses frontières et de répartition équitable des coûts migratoires. La leçon française avait porté ses fruits et Sébastien Lecornu continuait de gouverner la France avec cette même détermination tranquille qui avait impressionné l'Europe entière ce jour-là, car il avait